Jean-Paul Moreau est animateur à la radio de Unique FM et à la télévision francophone de TV Rogers. Archiviste de métier, il est une référence incontournable dans le domaine en Outaouais. Passionné de culture, il utilise son micro pour transmettre son amour de la musique instrumentale et du jazz aux auditeurs franco-ontariens. On est reparti pour un autre épisode de l'Informel. Jean-François qui est au micro cette fois-ci. Je suis content de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré. Je suis vraiment content de me retrouver dans le siège de l'animation plutôt qu'à la régie cette fois-ci. Puis je suis d'autant plus content d'avoir mon invité aujourd'hui, Jean-Paul Moreau, qui est avec nous autres. Jean-Paul, bienvenue à l'émission. Merci, Jean-François. Ça fait longtemps que je vois ton émission. Et ça fait longtemps aussi que je te suis. Et parfois, de temps en temps, rarissimement, trop rarissimment, je devrais dire, on se croise sur un plateau ou quelque part dans une régie. Alors, c'est très plaisir d'être à ton émission d'Informel. Ah, ben, regarde, c'est réciproque. Puis c'est vrai, c'est drôle. Parce qu'on devait le faire pas en direct, mais on devait le faire en studio originalement. Puis là, pour toutes sortes de circonstances, on n'a pas pu le faire comme ça. Puis je me disais, Colin, encore une fois, on aurait pu passer plus de temps à jaser parce que c'est un gars comme moi qui travaille en télé puis en production vidéo ces choses-là. On aurait pu avoir des conversations le fun. Ben, on va en avoir une conversation le fun, mais je veux dire, d'être ensemble, pouvoir jaser. Puis là, finalement, on n'est pas ensemble encore. Mais au moins, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut jaser. Là. C'est l'avantage de la techno, ou encore son inconvénient aussi. Mais enfin, on va essayer de faire passer le feeling quand même. Je pense que ça, c'est probablement pour ceux et celles qui nous écoutent le plus important. Oui, ben c'est ça. Puis c'est le défi aussi. Hein? Je ne sais pas comment est-ce que tu as trouvé ça les 2 dernières années, mais le défi de revoir comment on fait pour justement recréer la chimie de la télé. Puis mais là, la radio, c'est un peu différent, mais la télé, comme ça, c'est un autre game, là. Absolument. Et c'est vraiment pas facile d'aller chercher ça. Je vais te dire bien franchement, au bout de 2 ans et quelques mois d'enregistrement, parce que bon, les gens le savent maintenant que je suis aussi animateur, mais aussi réalisateur. Et donc à la radio et surtout à la radio. Et après 2 ans et quelques mois de production radio à distance, virtuelle, sans contact, tout seul dans un studio, je vais t'avouer bien, franchement, Jean-François, que ça me manque d'avoir le contact humain. Ouais. Alors, une fois de plus avec toi, mais bon, on s'en reprendra évidemment. Mais bon, écoute, on développe quand même malgré tout, et pour ceux et celles qui ont l'habitude du micro ou de la lentille, on développe malgré tout une façon de communiquer qui, on espère, est la plus chaleureuse possible. Alors, ça, au moins, c'est notre part à nous autres. On ne peut rien faire pour l'inviter, évidemment, mais pour nous, de notre côté, je pense que avec le métier qu'on a, on essaie justement d'aller chercher cette émotivité-là, d'aller chercher ce contact-là avec les invités, puis aussi avec les auditeurs, qu'ils soient téléspectateurs ou auditeurs, évidemment. Alors, je vais t'avouer bien, franchement, j'ai trouvé ça très frustrant, soyons honnêtes, mais je me suis aussi, comme beaucoup de choses, et c'est probablement une des grandes qualités de ce métier, c'est d'être adaptable, et je me suis adapté aux circonstances, évidemment. Puis, je pense que les gens se rendent compte des efforts que l'on fait justement pour entrer en contact avec eux et avec les invités. C'est un peu moins pire, malgré. Mais du moment que la technologie suit, je ne sais pas de ton côté, mais les problèmes technologiques, là, c'est drôle, hein, l'Internet, ça fait longtemps que c'est là, mais on dirait que ça va encore bugger, puis il n'y a pas de... Je sais pas, mais il me semble qu'une ligne téléphonique, la bonne vieille ligne téléphonique là, habituelle, ça plantait pas, ça. Quand est-ce que le téléphone ne marchait pas chez vous? Ça n'arrivait pas, ça. Parce que avec Internet, combien de fois qu'on essaie de faire de quoi? Une production, là, le signal lâche, toutes sortes d'affaires. Je ne sais pas comment c'était de ton côté, mais on en a vu, nous autres. Ben absolument, je vais te dire. Moi, chaque fois que j'ai un contact avec un cellulaire, j'ai la hantise que ça flanche tout à coup. Alors, j'ai toujours, en radio, j'ai toujours un disque prêt ou un morceau de musique prêt au cas où ça flanche. Disons qu'il n'y a rien de parfait, hein, c'est sûr et certain, mais c'est un des dangers, effectivement. Et moi, je vais te dire, en tant que réalisateur et animateur, c'est un peu frustrant. Évidemment, je pense que tu sais ce dont je veux parler. Mais je pense qu'aussi au niveau de l'auditeur, c'est frustrant d'avoir tout à coup le son qui disparaît, un blanc en onde, et puis tout à coup, le son qui réapparaît. Puis là, je ne sais plus trop c'était quoi l'idée du départ avant la pause ou avant le bug. Ça, c'est frustrant. De la part de l'auditeur, c'est frustrant. Alors, moi, je vais te dire, je ne sais pas c'était comment j'en pense, mais moi, je vais te dire, chaque fois que j'établis un contact, que je fais du booking, ma première question, c'est est-ce que vous avez une ligne fixe? Non, c'est-tu, je le répète. Et si les gens ont une ligne fixe, je dis, bien écoutez, c'est sur celle-là que je vais vous rejoindre. Maintenant, ça va pour
pour le booking et prendre contact. Mais quand on sera en direct en ondes, je préfère avoir la ligne fixe si ça ne me dérange pas. Non, je te comprends. C'est beaucoup plus sûr. Oui, tout à fait. Puis tu vois, c'est drôle, tu me fais penser, j'écoutais à un moment donné, j'étais en auto, puis j'écoute une entrevue de Radio-Canada, je me souviens même pas c'était quoi le sujet. Puis c'est juste pour dire comment tout le monde n'y échappe pas, là, tu sais. Puis le collaborateur avec qui l'animatrice parlait était à l'extérieur avec son cellulaire. Puis là, ça arrêtait pas de couper, puis ça arrêtait pas de couper, puis elle essayait de reprendre les questions, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, mais là, je vais changer de poste, là. Rendu là, on va lâcher le morceau, tu sais. Je sais pas quand est-ce qu'elle a fini son entrevue, mais moi, j'ai lâché avant, tu sais. Quand tu parles des auditeurs, tu sais, non, t'as fait raison. Mais là, excuse-moi. J'allais dire, et d'ailleurs aussi, en tout cas, ça, c'est probablement une déformation professionnelle. Tu sais comme moi que je suis animateur-réalisateur, mais aussi et surtout archiviste. Ça fait longtemps que j'œuvre dans les archives. Et, non, oui, on en parlera de ça. Je me dis justement, en tant qu'archiviste, le réflexe, c'est d'avoir dans 15 ans, dans 20 ans, peu importe le support, analogue ou numérique, mais d'avoir un document qui est complètement assuré de cette façon-là. C'est quoi sa valeur? Et je ne suis pas sûr que ce soit un document qui soit très utile quand on a, quand on a des hachures à tout bout de champ. J'ai vraiment ce dilemme-là en tant qu'archiviste. Je me dis, bon, ben écoute, on essaye de faire un produit de qualité qui va durer dans le temps. Est-ce que justement un produit hachuré ou une discussion, une entrevue hachurée où il y a des fade-in, fade-out, puis toutes sortes d'interruptions, pardon. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder? En tout cas, je n'ai pas de réponse, mais inévitablement, de par mon métier d'archiviste, je me pose aussi cette question. Je pense que pour le patrimoine local, les archives locales, c'est d'autant plus important. Les archives nationales, il y a plus de choix. Il peut y avoir, par exemple, de Cogeco, de TVA, de TVC, de MaTV ou de Radcan, peu importe. Tu as plusieurs sources de disponibles. Mais au niveau local, souvent, tu as une source, deux sources peut-être. C'est possible. Enfin, ça, c'est un tout autre débat, mais je pense que si les gens se rendent compte de l'importance que ça peut avoir dans l'histoire régionale, je pense qu'on ferait attention à quand même. Je m'éparpille un tout petit peu, mais non, mais puis, tu vois, j'ai souvent cette réflexion-là. Il y a un parallèle à faire aussi, parce que au niveau technologique, c'est sur quoi tu archives aujourd'hui aussi. Parce que moi, dans mon humble carrière d'une vingtaine d'années, j'ai 2 fois des hard drives qui ont crashé, puis j'ai perdu du matériel. Là, une fois, je ne le faisais pas comme il faut. Sylvain, mon réalisateur, pourra m'en parler, mais sur quoi on devrait archiver aujourd'hui? À l'époque, on avait la bobine de film. S'il était conservé dans certaines conditions, ça durait X nombre de temps. Après ça, tu peux les transférer. Aujourd'hui, avec c'est quoi qui devrait être le médium favorable pour qu'on puisse garder notre matériel longtemps? Ouais. Je vais te dire, en réalité, et ça, c'est les plus récentes études qui ont été faites par le Conseil international des archives. Le format en audio, c'est un format WAV pour commencer et non pas MP3. Donc, en d'autres mots, tout ce qui est compressé, MP3, MP4, MA4, etc., tout ce qui est format compressé, c'est peu, recommandé d'archiver avec ce format-là. Il faut vraiment en audio pour archiver sur un format WAV, par exemple. 720 kilobits par seconde pour les techniciens, ceux qui connaissent ça. Au niveau du vidéo, comme tel, c'est le JPEG qui est le meilleur. Tu vas dire JPEG. C'est de la photo, ça. Là. Mais oui, c'est ça, c'est qu'ils ont développé, les institutions, les grandes institutions d'archives ont développé avec les compagnies un format qui s'appelle JPEG Motion Picture 4. Qui est le MJPEG, je pense, Sylvain souffle à l'oreille. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est un format, oui, c'est ça. Si on le voyait à l'écran, je le saurais. Mais c'est ça, c'est un format qui est, non compressé, un format vidéo qui est non compressé. Maintenant, la chose qu'il y a, c'est sur quel support est-ce qu'on garde ça. Ça, c'est le format, c'est une chose. Mais sur quel support on garde ça. Et jusqu'à présent, en audio, ça va te surprendre, mais les DVD 4.7 gigabytes, c'est le support qui est présentement, avec les tests de durée, c'est le support qui est le mieux adapté à la conservation à long terme. Imagine-toi là. Pour ce qui est du vidéo, on conserve encore la meilleure façon. Inévitablement, je vais ajouter un petit détail après, mais enfin, idéalement, en vidéo, on devrait les conserver sur le ruban 1 pouce, format le plus récent du format 1 pouce. Ça,
Les tests de longévité prouvent ça. En d'autres OK. mots, ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on appelle le cloud, toutes ces bebelles-là, Mhm. les disques durs externes, tout ça, c'est pas fabriqué, conçu pour faire de la conservation à long terme. Imagine-toi. Wow, spécial. OK? C'est très spécial. Et d'ailleurs, évidemment, en audio et en vidéo, il faut toujours prévoir de devoir recopier à un moment donné ou à un autre des éléments audio ou vidéo. Ouais. C'est normal. La durée normale des deux formats que je viens de te donner là, et des deux supports, c'est environ entre 30 et 35 ans de OK. conservation dans des conditions normales de conservation. OK. Donc, température, humidité constante. Mhm. Je pense que ça, c'est à peu près à 30 et 35 ans. Au bout de 35 ans, il faut copier ou recopier les éléments à ce moment-là. Mais c'est là où on en est. Alors, tout ce qui est sur les disques durs, tu disais que tu avais un disque dur ou deux qui avait crashé, ben malheureusement, si tu n'as pas fait de backup, c'est perdu. Ouais, mais je C'est pense pas vraiment que ça fasse perdu. plus que 10 ans là, en moyenne. Je Ah, ben pense que. ça, Ouais, Jean-François, même quand pas. les fabricants fabriquent des ordinateurs comme on utilise toi puis moi présentement, ou des caméras, ou des micros, ou encore des supports, c'est pas fait pour durer très longtemps. C'est fait pour durer, je te dirais, en moyenne 3 ans. OK. OK? Après 3 ans, c'est considéré comme, comment je dirais, inutilisable. C'est pas rentable pour les compagnies de bâtir les supports de façon à ce qu'ils durent plus longtemps que, Mhm. mettons, entre 3 et 5 ans, dépendant des supports. Ouais. Imagine-toi. Alors, ils ont fait des tests de durée, je reprends mon idée de départ, ils ont fait des tests de durée justement sur les CD pour l'audio, par exemple, et ils ont vraiment, comment je dirais, accéléré la détérioration à la fois du contenu et du contenant, et on est arrivé à peu près à 30-35 ans pour ces supports-là. Imagine-toi. Alors, le reste, tout ce qui est antérieur à ça, tout ce qui est moins que ça, oublie ça, c'est pas fait pour durer. Du Mais tout, là, du tout, du tout. Alors, les gens font, et je le souligne, je profite de la tribune que tu me donnes pour le dire, les gens qui conservent toutes leurs affaires et toutes leurs photos, etc., sur des clés USB, là, faites vite un transfert parce que ça ne durera pas longtemps. faut que je révise mes affaires, moi, là. Mais parce que. Non, mais le problème, parce que là, OK, on parle en fait du CD, là, du CD qui est du début année 2000, mais à 4.7 Ouais, gigs, comme tu parlais, là, du vidéo non compressé, je veux dire, tu mets pas grand-chose là-dessus, là. absolument, mais c'est justement ça. C'est que il faut faire des choix. En archive, il faut faire des choix. Et parfois, mieux vaut mettre moins de données, mais mieux les conserver, mieux les enregistrer et mieux les conserver à long terme. OK. Et que d'avoir tout compressé et tassé les uns sur les autres. D'ailleurs, je te mets au défi, Jean-François. Tu connais certainement les rubans 2 pouces qu'il y avait au début de la télévision, etc. Bon, etc. Puis même les premiers rubans 1 pouce, les trois OK, quarts de mais pouce que j'en mets, j'avais ouais, les déjà trois quarts. OK, ouais, ça, trois quarts que tu as déjà utilisé ça à la TVC, de Oui. toute façon, comme moi à ma télé. Et inévitablement, ces supports-là, c'est pas, il faut les repiquer. Inévitablement, c'est de l'analogue et de un. Et de deux, je veux dire, c'est pas fait pour conserver à long terme. C'est Ouais. bon pour la production de l'époque, mais c'est tout. C'est tout, Mm. pas plus. Et d'autre part aussi, une chose, c'est qu'il faut savoir que quand tu fais un enregistrement, tu ne peux pas, comment je dirais, prévoir combien de temps ça va durer en réalité. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais vraiment pas. Mm. Alors, imagine-toi si un signal est compressé en plus, tu risques plus tard de ne pas avoir les équipements appropriés pour le relire ensuite. Ouais, Et ça, c'est ça, une autre affaire. c'est l'autre problème, Mhm. exactement. C'est vraiment l'autre problème, c'est d'avoir les équipements pour pouvoir décoder ensuite l'encodage que tu as fait. Alors, imagine-toi la situation suivante, tout un encodage super compressé dans un format qui n'est pas standard, dans un format qui est vraiment douteux, et que tu remets ça dans un lecteur qui est supposé le lire, mais qui n'est pas capable de le lire pour X et Y raison, ben là, tu as tout perdu. Tu as vraiment tout perdu. Alors, c'est des questions qui, lorsque moi je produis à la radio, puis avant ça, évidemment, à la télévision aussi, bon, parce que je ne veux pas faire de concurrence, mais bon, je suis aussi réalisateur à la télévision. Et quand je suis aux commandes, c'est ces questions-là aussi que moi je me pose. Inévitablement, c'est un réflexe chez moi en tant que réalisateur de dire, bon, OK, parfait, je fais ça dans quel format?
selon quel paramètre technique, de façon à ce que ça puisse durer. Tu sais, je fais quand même pas. Je veux bien qu'on fait de la télévision pour consommer, mais il y a une limite à la consommation. Il doit y avoir quelque chose d'autre, quelque chose de plus que simplement la consommation d'images ou la consommation de son. Il doit y avoir un peu plus que ça, à mon avis. À mon avis. Mais de là, tu disais que c'est bon de choisir des archives qu'on veut conserver. Comment est-ce que tu décides, toi, qu'est-ce que tu conserves? C'est quoi qui t'allume pour dire, OK, mais ça je vais garder Ouais. ça, puis ça, je le rejette? Je veux dire, ça dépend à quel niveau tu te situes. Bon, j'ai œuvré comme archiviste en archive audiovisuelle professionnellement pendant 35 ans, et donc je faisais affaire avec les grandes institutions, grandes, entendons-nous, là, les institutions nationales comme Radio-Canada, comme TVA, comme Cogeco, comme CKC, bon, Télémédia, bon, et même l'Office national du film aussi, par exemple. Et c'est évident que les critères de sélection pour garder certaines de leurs archives, en comparaison avec l'archivage que je faisais, par exemple, des émissions de ma TV ou de Télé 3 ou de Vox, c'est pas la même chose. L'importance n'est pas la même. Donc, en plus de la disponibilité des différentes sources au niveau national, au niveau local, comme je te disais, tu as une ou deux sources peut-être. Donc, la sélection doit être d'autant plus adéquate et d'autant plus précise, si tu veux. Qu'est-ce que je pourrais te dire, grosso modo? Je te dirais qu'il y a un grand principe qui guide l'archivage au niveau des archives locales. Si on a affaire à une série, par exemple, l'informel, c'est une série d'émissions, ça fait, je ne sais pas combien d'émissions tu as à ton actif, là, mais tu dois certainement en avoir, mettons, hypothétiquement, je ne sais pas, moi, 200, quelque chose du genre. 84 tout juste. 84? Ouais. Ah ben OK, parfait. Alors, mettons, sur les 84, il y a assurément une chose à considérer, c'est de garder la première. Si la série, tu as l'intention d'y mettre un terme, de garder la dernière, et de un, parce que ça montre déjà en partant dans le début puis la fin, donc l'évolution de la série. En partant, tu documentes le document lui-même. Autre chose que tu dois tenir compte, c'est par exemple les invités que tu as reçus. Bon, est-ce que tu as reçu simplement des politiciens ou tu as reçu du monde de partout, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit, bon, peu importe. Il y a aussi à tenir compte de ça dans l'histoire régionale, par exemple, la petite nation, le lièvre, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus, comment je dirais, dont l'œuvre est plus marquante au niveau régional et au niveau de l'histoire régionale que d'autres? Ça se peut fort bien. Ce n'est pas une question de préférence d'aimer plus quelqu'un d'autre par rapport à un autre. C'est tout simplement que leur rôle est plus une indication de la richesse et de l'évolution sociale, socio-économique, culturelle, etc., de la région ou du local comme tel. Tenir compte de ça aussi. Tenir compte aussi des sujets qui préoccupent les gens. Parce qu'écoute, on conserve tout ça, c'est pas pour mettre sur des tablettes, c'est pour que les gens puissent y avoir accès plus tard et puissent voir comment est-ce que leur milieu a évolué et qui y a œuvré à cette évolution. Donc, par conséquent, je ne sais pas, de voir aussi quels sujets ont préoccupé la petite nation. Est-ce que c'est l'emploi? Est-ce que c'est, je ne sais pas, moi, par exemple, le tourisme agraire, bon, etc. Je sais pas, la route des vins ou la route des fromages jusqu'à Montebello, bon, etc. Peu importe. Tu sais, être sensible à ce genre de trucs-là, c'est important. Par ailleurs, l'autre critère aussi, et je vais revenir à ça, l'autre critère aussi, c'est de donner une idée quand même un peu plus large que simplement, typiquement, des sujets qui vous préoccupent dans la petite nation, de donner une idée justement de l'étendue des sujets que tu as pu traiter. Ça aussi, c'est important. Si tu as reçu, je te donne un exemple, si tu as reçu Jean-Paul Moreau 15 fois dans ta série, on va oublier 14 épisodes ou 13 épisodes et on va regarder. On va se contenter d'une. Oui, c'est ça. Ça dépend un peu de, tu vois un peu où je vais en arriver. Ouais. C'est ça dont il faut tenir compte quand on fait des choix d'archives, évidemment. Rien n'est parfait, on va commettre des erreurs, on va faire des oublis, etc. Mais au moins, on se donne la chance de pouvoir refléter notre milieu et je pense que ça, c'est le plus important. Et peut-être une chose, de faire la sélection à la fin de la série. En d'autres mots, de tout garder, je dis bien, jusqu'à ce qu'on décide de mettre un point final à la série. Et là, à ce moment-là, on a suffisamment de temps, de recul et de perspective pour pouvoir juger
des choix adéquats qu'on peut faire ou pas. Ouais, parce que quand on a le nez dedans, c'est pas le meilleur moment, dans le fond. Non, Ça tu n'as donne pas de sens, recul. Alors, ouais. c'est évident que tu n'as pas de recul. Alors, peut-être bien que l'émission que je suis en train de tourner avec toi, bon, elle ne me tiendra pas la route parce que, justement, pour X raisons, tu sais, On on se verra peut après si former on à la flush ou on en garde. C'est exactement ça, tout à fait. Mais au moins, tu vas me donner un tout petit peu de temps alors pour évaluer la chose. Mais non, c'est ça. Je pense que ces considérations-là, ça peut sembler tout à fait théorique, mais c'est extrêmement pratique. Moi c'est quotidiennement auquel que je fais face à ces questions-là. Puis bon, Ouais. j'essaie d'y répondre évidemment du mieux que je peux, évidemment. Puis l'archivage, souvent, tu fais ça de chez toi, c'est ça? Tu as tes trucs chez toi? Ou... Oui, ben c'est ça. Je suis capable de faire maintenant avec mes facilités, je suis capable de faire ce qu'on appelle de l'archivage, de la restauration audio aussi, parce que c'est nécessaire on peut rectifier et restaurer un signal audio ou vidéo. Ça se fait. Il y a une façon de le faire qui est adéquate aussi et une façon qui est, comment je dirais, selon les standards aussi. Okay. Je pense que c'est important, quelle que soit l'étape où tu es de production, bien sûr, de respecter les standards. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, tu vas avoir des sérieux problèmes au bout de la ligne, puis ton document, il ne sera pas très, 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 très heureux, évidemment. Alors, c'est un indigent, hein, le document, il ne faut pas l'oublier. J'ai la parole dans mon visage, mais il y a le document aussi, puis c'est un indigent. Tant et aussi longtemps que je serai là, c'est mon équivalent qui va être là. Alors, c'est un indigent. Moi, je considère ça comme ça. Alors, oui, pour répondre à ta question, simplement, oui, j'ai des facilités pour pouvoir faire de la restauration audio et vidéo, et je pense que c'est assez nécessaire aussi de pouvoir faire ça. Puis ça retourne à comment vieux, je suis curieux, parce que nous autres, dans le cadre du 50e, on est en train de ramener des vieilles émissions pour pouvoir montrer ce qu'on a fait là, à travers les 50 années qu'on a opéré. Puis les machines les plus vieilles, je pense que c'est peut-être le U-Matic. Sylvain, tu pourras me corriger peut-être, mais U-Matic, c'est probablement le plus vieux qu'on a. Avant ça, il y avait des bobines, c'était pas des bobines de film, c'était des bobines vidéo, je sais aucune, c'était quoi la machine? Absolument, tu avais des bobines demi-pouce, vidéo demi-pouce, oui, effectivement. Ça, ils ont été mal conservés, nous autres sont scrappés, là, mais c'est ça. Bref, excuse-moi, je t'ai coupé dans l'élément de réponse, mais jusqu'à où tu remontes? Ben, c'est ça. Disons que moi, je peux remonter jusqu'à du transfert de 3/4 de pouce, mais il y a des institutions, et notamment les fameux rubans vidéo demi-pouce. Je vais t'avouer bien, franchement, il y a 2 institutions au monde maintenant qui sont capables de faire des transferts. Il y a les archives de Washington, donc le National Library à Washington, qui sont encore équipés pour pouvoir faire ces transferts-là. Et il y avait à Montréal, à Toronto, pardon, il y avait une compagnie de production qui s'appelle Vision Tech, qui marche K1, KA, et qui a encore les machines pour pouvoir lire le demi-pouce vidéo. Mais ça devient de plus en plus rare. Alors, si vous avez ça, dépêchez-vous de faire des transferts parce que sinon, ce ne sera plus possible. Pour ce qui est du 3/4 de pouce, il y a quand même passablement de machines en disponibilité qui existent encore, donc on peut encore faire du transfert. C'est encore possible. Je précise une chose, et ça, on rend très technique, Jean-François, mais par exemple, dans les 3/4 de pouce, tu as 2 types. Tu as le 3/4 de pouce standard, mais tu as le 3/4 de pouce super, qui était la dernière génération des 3/4 de pouce, et là, il n'y a plus de machine qui lit ça, malheureusement. Ouais. Alors, donc, ceux qui ont des super 3/4 de pouce, oubliez ça, c'est ce qui a précédé, bien sûr, le 1 pouce, évidemment. Et ça, malheureusement, ça, c'est comme d'ailleurs, il y a encore des machines VHS qui existent pour lire les VHS, bien sûr, mais les machines pour lire les bêtas sont de plus en plus rares aussi. Alors, donc, ça, on en a encore, c'est nous autres. Oui, moi aussi, j'en ai encore. Très pratique. Ça, c'est comme d'ailleurs en audio aussi, les fameuses machines 8 pistes que toutes les postes de radio utilisaient à un moment donné pour leur promo et leur pub. Les machines lectrices 8 pistes, là, ça commence à devenir rarissime aussi. Ça doit. Mais, il faut garder un certain nombre de ces machines-là, inévitablement. Pour rencontrer ce que je te disais au point de départ, il faut le faire. Tu vois. Puis, dans le fond, je sais pas, j'imagine que tu t'attardes à ces réflexions-là des fois, mais moi, je me demande toujours aussi, OK, ça va être quoi la prochaine étape? Ça va être quoi le prochain médium? Ça va être quoi le prochain... les machines avec lesquelles on va transférer, c'est-à-dire on va travailler.
Là, évidemment, bon, tu as parlé du cloud. Là, on a des disques durs. Mais penses-tu qu'un jour, on va revenir à des supports autres qu'informatiques ou plus? Parce que je me dis, si là, présentement, c'est le CD qui est le moyen le plus sûr d'archiver, que je trouve qu'il n'est certainement pas pratique, là, je veux dire, il y a la grosseur que ça peut contenir. Il faudrait peut-être arriver avec quelque chose d'autre, là, de plus tangible, là, sur quoi on peut archiver. Bien, vois-tu, je pense que le problème auquel on va faire face, c'est probablement celui que tu viens de souligner, mais bien davantage une chose, c'est que les formats à venir qu'on pourrait utiliser, malheureusement, il n'y a pas de standard. Je te donne un exemple. En audio, je vais éviter l'audio, par exemple, parce que c'est le même problème, même chose en vidéo. Par exemple, juste pour les images fixes, le JPEG, le format JPEG. C'est un format, ah oui, moi je fais du JPEG, gna, 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 bon, etc., là. Mais je veux dire, il n'y a pas de standard pour ça. Si tu regardes dans la définition technique du JPEG, tu as 4 formats JPEG. OK. Tu te rends compte? 4 JPEG. Bien ça, la plupart des gens ne savent pas. Quand ils prennent une photo avec leur cellulaire, ils ne regardent pas, eux autres, ils prennent un JPEG, puis après ça, ils transfèrent, puis bon, etc., peu importe. Le format, par exemple, qu'on utilise dans les enregistrements vidéo de cellulaire, par exemple. Il n'y a aucun standard. Il n'y a aucun standard. C'est comme et ça, je vais le dire aux gens, c'est comme les fameuses machines lectrices de cartes débit ou etc., là, que tu utilises dans les magasins. Si tu regardes précisément, technologiquement parlant, il n'y a pas de standard là-dedans. Chaque compagnie a décidé de son standard et de faire donc la mécanique pour arriver à payer à travers une carte, ça c'est normal, tout le monde le fait et tout le monde l'a à peu près de façon constante. Mais de la façon que c'est encodé, c'est pas pareil. Non, pour tel producteur ou tel autre producteur, etc. Alors imagine-toi, le problème qu'on va rencontrer très bientôt d'ailleurs, c'est justement une question de format. Alors, tu me demandes dans quel format on va pouvoir conserver les choses. Ben, je te dirais, on est mieux avant de... Il y a autant de formats qu'il y a de autre compagnie, essentiellement. Jean-Paul, je suis obligé de t'interrompre, je m'excuse, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre premier segment. Donc, je vais remercier les gens qui nous écoutaient à MaTV Outaouais ou si vous nous écoutez sur TVC Basse-Lièvre, ben, je vous invite, via Vidéotron, je vous invite à nous rendre sur notre chaîne YouTube pour voir le reste de l'entrevue. On peut parler, entre autres, radio et tout ça. On n'a même pas parlé encore, imagine-toi donc. Puis, c'est ça, donc c'est la chaîne YouTube. Sinon, n'oubliez pas qu'on est disponible aussi sur Balado Diffusion, là, sur Spotify, Apple Podcasts ou encore SoundCloud. Merci beaucoup tout le monde. Oui, mais okay, excuse-moi, tu peux continuer dans ce que tu disais, Jean-Paul. Oui, il n'y a pas de problème. Je pensais que tu allais dire, bon, ben, on fait une deuxième demi-heure avec Moreau. C'est correct. Non, c'est ça. Alors, c'est ce genre de truc-là, il faut vraiment, pour commencer, à mon avis, définir dans quel format on veut le faire. Et ça ne sera pas fait tant et aussi longtemps que, comment je dirais, que ce sont les compagnies qui décident du format. Quand le Conseil international des archives mettra son nez là-dedans, il dira, messieurs, parce que technologiquement parlant, voici les standards que vous devez respecter. Là, à ce moment-là, les compagnies vont devoir les respecter, comme ils l'ont fait pour quand on a établi, par exemple, le format VHS et le format bêta. À ce moment-là, les compagnies se sont dit, oups, OK, on n'a plus grand choix, notre jardin vient de se restreindre, donc on va y aller selon ces standards. Okay, mais attends, qui s'est interposé là-dedans? Moi, j'ai toujours pensé que c'était une question c'était les consommateurs ont demandé plus de tel format plutôt que... Non, ce sont les compagnies qui se sont rivalisées. Il y avait plus de possibilités d'emmagasinage de données sur le VHS que sur le bêta, mais le bêta était de meilleure qualité. Et à un moment donné, le Conseil des archives a dit... parce que le Conseil des archives, il faut dire une chose, c'est que c'est 192 pays qui ont une expertise technique qui disent à un moment donné aux compagnies, écoutez, on va produire des équipements selon ces standards-là. Vous leur donnez la forme que vous voulez, vous leur donnez les gadgets que vous voulez, ça vous regarde, la mise en marché, ça vous regarde, mais techniquement parlant, voici ce que vous devez respecter pour que justement le consommateur moyen puisse enregistrer et faire ce qu'il a à faire, ce qu'il veut faire avec ça, mais en même temps aussi pour que les compagnies ne s'éparpillent un peu pas partout, évidemment, là-dessus. Alors, il y a des standards qui sont à respecter, même au niveau technologique, et ça, c'est le Conseil international des archives qui le suggère fortement.
je te dirais. Ils ne OK. peuvent pas l'imposer, mais disons qu'il y a de fortes suggestions de faire ça comme ça, parce que sinon, messieurs, mesdames, les producteurs, ben, vous allez tout perdre. Ben, j'avais aucune idée que c'était ça. Hein? C'est pour ça que j'aime ça faire ces émissions-là. J'en apprends beaucoup, mais ça veut dire que là, ouais, mais parce que ça fait longtemps là, on en a des centaines de formats là, qui se passe à rien. Là. On est comme dû. Là, si effectivement c'est un problème après de conserver le matériel, qu'ils mettent leur pied à terre. Là. Absolument. C'est vraiment nécessaire et c'est pour ça que le Conseil a été d'ailleurs formé tout juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, parce que là, on a commencé à multiplier les formats, pour commencer les formats cinématographiques, et ensuite les formats évidemment radio depuis Marconi, donc depuis 1902. Et à ce moment-là, et au Canada, donc depuis 1922, enfin 1916 avec CFCF. Alors, on a établi ces standards-là pour qu'on puisse justement arriver à quelque chose, parce que sinon, j'allais utiliser un terme et un mot qui commence par un B, je ne dirais pas non, mais en fait, on fait ça pareil. Tu sais. Alors, c'est inévitable, il faut qu'on en arrive là. Et le problème qu'on a, c'est qu'on est en train, avec les nouveaux formats, de nos jours, on est justement en train de faire face aux mêmes problèmes. Et écoute, je peux te le dire, moi j'ai archivé à la Bibliothèque Archives Canada, même si on était encore au début de l'ère informatique comme telle, les formats audiovisuels informatisés, donc numérisés, ça nous a posé de sérieux problèmes au niveau de l'archivage. Parce que on recevait un document, je sais pas moi, je prends un exemple, on recevait un document de je sais pas moi, de CTV, par exemple, CTV, par exemple, qui était dans tel format, puis un autre de CBC qui était dans un autre format, puis un autre de XY source qui venait encore dans un autre format. OK, qu'est-ce que je fais, moi, là? Alors, il faut que j'ai les équipements pour le lire, que j'ai l'encodage nécessaire pour pouvoir le décoder, enfin, l'encoder et le décoder de façon adéquate. Bon, tu sais, ce genre de trucs-là, en tout cas, ça nous a posé des problèmes énormes. Énormes. Et d'ailleurs, je te donne un autre exemple. Tous les courriels que toi et moi, nous nous sommes envoyés pour qu'on puisse se parler aujourd'hui, il y a même pas de standard. Okay. Il n'y a même pas de standard. Imagine-toi. Chaque distributeur, par exemple, je ne sais pas moi, le courriel dans Instagram ou le courriel dans Facebook ou le courriel normal, si tu veux, ou Outlook, par exemple, quelque chose de genre. On n'a pas un standard. Imagine-toi. Alors, ça aussi, ça pose des problèmes au niveau de la correspondance, imagine-toi. Si tu as des courriels, par exemple, je ne sais pas moi, au niveau d'un ministère et qui viennent de 42 sources différentes, comment tu vas faire pour les lire plus tard? Ça va être un sérieux problème, tu sais. Alors, il faut vraiment au moins normaliser les choses. Avant quand on décide de produire une nouvelle technologie, il faut absolument s'assurer d'une certaine normalisation avec le reste, parce que sinon, les documents risquent de ne pas être lus plus tard. Puis ça peut avoir une importance réelle. Ben, j'en doute pas. Au début, quand tu me disais ça, je pensais, OK, ben moi, le courrier que j'ai échangé avec, je sais pas, mon assurance, il y a 2 jours, c'est pas bien important, mais quand un ministre, mettons, écrit un courriel à l'ensemble des ministères, exemple, ben là, ça devient quelque chose qu'il faut que tu sois capable de conserver. Là. Absolument, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Bon, le commun des mortels dira, ouais, mais là, c'est bien trop lourd ton affaire, Moreau, là, franchement. Là. Mais je pense que de se rendre compte de ça, pardon, c'est déjà le premier pas. Ben, on est mieux de s'en rendre compte là que trop tard, quand on sera plus capable d'accéder à des documents importants. Là. Ouais. Absolument, tout à fait. J'ai envie de parler de radio avec toi. Ben là, à Wayford, mon frère. Jean-Paul, parce que, bon, évidemment, tu fais. Mais tu fais encore Rogers aussi. Fait que tu fais radio et télé, probablement. Tout à fait. OK, fait que t'as pas fait le saut, t'as pas dit, OK, c'est fini, télé, je m'en vais en radio. Là, Je suis incapable de faire ça. Je vais dire, j'ai commencé en radio en 1969. Okay. Et radio étudiante, bien sûr. Puis après ça, j'ai fait un peu de radio privée aussi à ce moment-là. Et puis après ça, j'ai fait de la radio publique à Cannes, évidemment. Mais la radio, c'est mon médium pour commencer. Je vais l'avoir en toute honnêteté. Okay. C'est vraiment le médium. J'ai commencé à toucher à la télévision
je te dirais vers 1984 à peu près. OK. Alors, ça a pris quand même un certain temps. Et le déclencheur pour que j'aille à la télé, c'est parce que, bon, je te ramène, rewindons le tape, comme on dit en bon français. Allons-y. Alors, j'ai commencé donc en radio et ça a été vraiment mon dada. Et quand j'étais engagé comme archiviste professionnel, j'étais engagé comme archiviste professionnel en radio, donc en audio. OK. Et je me suis très vite rendu compte qu'au bout d'une dizaine d'années, 10, 12 années de travail en audio, ben, qu'il y avait du travail à faire en vidéo. Mhm. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, parfait, je vais me documenter et je vais m'éduquer en télévision, évidemment aussi. Donc, j'ai commencé à prendre des cours, j'ai suivi des stages, et j'ai été en production TV, évidemment aussi, notamment à ma TV. Et là, à ce moment-là, vraiment, j'ai commencé à apprendre ce qu'est la télévision. Parce que c'est complètement différent de la radio. Tout à Vraiment, fait. c'est le jour et la nuit. Ouais. Mais c'est très intéressant aussi de développer cette expertise-là. Puis bon, plus tard, j'ai développé une autre expertise qui est celle du cinéma, et ensuite de ça, la dernière qui est celle du satellite. Mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est que au fur et à mesure de ma progression professionnelle, je me suis rendu compte des manques que j'avais, et donc, par conséquent, j'ai été comblé ces manques-là. Et, entre autres, je m'en suis rendu compte, et ça a été très pratique de s'en rendre compte, parce que ça m'a permis, justement, au niveau local, le travail professionnel que je faisais, comme je te disais, ça s'adressait surtout aux grandes institutions, mais à un moment donné, je me suis posé la question, et qu'est-ce qu'on regarde au niveau local? La grosse question, évidemment. Et là, évidemment, le champ s'est ouvert devant moi, puis je me suis dit, oh, il y a de sérieux manques ici. Il y a Oh, du travail à faire là. il y a du travail à faire ici. Alors là, évidemment, j'ai lancé plusieurs projets d'archivage et de conservation des archives de différentes institutions locales, évidemment. Bon, je donne quelques exemples du Salon du Livre, l'Orchestre symphonique de Gatineau, les archives de ma TV, bien sûr aussi. Je n'ai pas encore fait les archives de la TVC, par exemple, mais ça s'en vient bientôt. Mais bon, le cas classique de l'Outaouais, par exemple. OK. Où je me suis dit, les grands feux, par exemple, aussi. Alors, je me suis dit, c'est important de garder ces archives-là, de s'assurer que les archives, que c'est enregistré, que les archives soient bien conservées. Puis bon, ça, c'était le lancement de la carrière des archives locales à ce moment-là. Mais, pour revenir au point de départ, la radio, ça a toujours été mon dada et ça l'est encore maintenant. Quand je suis derrière un micro ou que je pense à une émission de radio d'une façon que je pourrais la faire, la concevoir, etc., puis la réaliser ensuite, ça demeure un pur bonheur que de faire ça. J'ai comme l'impression qu'en ayant le micro, simplement, je suis encore plus libre qu'à la TV. La TV, avec l'image, on est un peu limité dans notre exploration comme ça. C'est pas la même chose. Mais avec la radio, je trouve que, pour moi, en tout cas, c'est le média par excellence à la fois pour l'écoute, à la fois aussi pour, comment dirais-je, apprendre des choses, pour découvrir des choses, et tout est en lien avec l'oreille. Donc, avec le son, avec la tonalité que tu utilises, avec l'émotion que tu y mets, avec l'expression, etc. C'est extrêmement riche. Et ça, en tout cas, pour moi, c'est ça. Pour répondre à ta question, c'est la radio avant tout, sans aucun. C'est intéressant que tu nous dises ça parce que mon collègue Sylvain, j'imagine que tu n'es pas sans savoir, qu'il a commencé il est retourné à la radio lui aussi en même temps qu'il fait la télé chez nous, là, chez Unique justement. Puis on se disait à quel point, parce que là, lui, de ressauter là-dedans, ça lui faisait revoir comment est-ce que c'était, puis à quel point, justement, tu as plus de liberté parce que tu as moins de contraintes. Quand tu pars en télé, tu es rendu dans l'éclairage, le maquillage, le studio, où tu enregistres, toutes ces choses-là. J'ai envie de dire que c'est quasiment, puis là, je parle à travers mon chapeau parce que moi, je connais pas la radio, là, mais c'est quasiment c'est le double, sinon le triple de travail à produire mettons, une même heure d'émission en télé versus une heure d'émission en radio. Écoute, je pense que ça prend autant de temps. Je me souviens des émissions que j'ai préparées, par exemple, pour ma TV. Entre autres, par exemple, j'ai toujours eu une tendance très accentuée sur les émissions de type culturel. Et je pense, par exemple, à Sous les projecteurs que je réalisais avec Luc Sabourin à ma TV. Et je mettais un bon 3 heures à réaliser 1 heure d'émission. Okay? Pour la recherche, les images, les transferts, les contacts, les bookings, les pré-entrevues, l'entrevue, le montage et finalement le mixage final et puis bon, tout le reste.
Un bon 3 heures pour produire une heure de TV. Sinon, un peu plus. Et puis, je me rends compte que j'en suis à peu près rendu à la même chose à la radio. OK. Quand je produis, par exemple, Culture Géniale le dimanche après-midi, c'est un show de 3 heures, live, qui ne traite que de culture. Mais crois-moi qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail là-dedans. Un bon 3 heures pour trouver les sujets, pour lire, parce que bon, j'ai horreur comment je dirais, de faire des entrevues sur des choses que je ne connais pas. Alors, tous les spectacles, je les vois, tous les films, je les vois, toutes les émissions dont je parle et toutes par exemple, je sais pas moi, les enregistrements audio, par exemple, les disques, par exemple, etc. Les livres, je les lis tous, d'un couvert à l'autre. Alors, j'ai l'impression que, au moins, je connais le sujet, puis je prends le temps de le faire pour avoir un moment de réflexion là-dessus, et de un. Et de deux, parce que je trouve aussi que c'est essentiel de rendre justice aux artistes. Les artistes passent 2, 3, 4 ans à écrire un bouquin. Toi, tu passes 7 minutes 32 secondes à en parler, qui est probablement un temps de plug, là, grosso modo. Mais ça ne rend pas justice. Ça ne rend vraiment pas justice au travail de Ben non, l'artiste ou de certainement l'artiste. pas, ouais. Et donc, par conséquent, moi, je me suis fait presque le défenseur, sans être Jeanne d'Arc. Je me suis fait le défenseur, justement, de donner aux artistes et aux artisans le temps qu'il faut pour qu'ils s'expliquent sur ce qu'ils ont créé. Et je trouve que ça, c'est, pour moi, en tout cas, ça, c'est très satisfaisant. Et je trouve que, ils me le disent très souvent, on peut faire des entrevues de 20 minutes, 20, 25 ou 30 minutes sur ton show. Oui, absolument, tout à fait. C'est conçu expressément pour ça. C'est pas de la plug, c'est pas du vite à l'avant comme je te pousse. On prend le temps d'en parler. Si on prend 12 minutes, on prendra 12 minutes. Si on prend 45 minutes, on prendra 45 minutes. Peu importe, c'est pas grave. Mais au moins, les artistes et les artisans ont la parole. Et ça, je pense que c'est l'auditeur se rend compte de ça. Et se rend compte justement que on rend justice au travail du créateur. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout de passer plus de temps à préparer, parce qu'une entrevue de 45 minutes, Jean-François, si tu parles d'un bouquin, comme par exemple, je ne sais pas moi, les bouquins de Pierre Morancy ou les bouquins de Pierre Duchesne, par exemple, sur Guy Rocher, ou bon, peu importe, en fin de semaine, ou une de ces fins de semaine, j'ai le nouveau livre de Maurice Henry, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, et en même temps, qui est un auteur extrêmement important dans la région d'Ottawa-Gatineau. Et bon, son dernier bouquin, La tête haute, ben, je vais le recevoir. C'est une brique. J'ai lu la brique. Je suis en période de rétro-réflexion là-dessus présentement parce que ça couvre des champs extrêmement larges. Et donc, par conséquent, à un moment donné, je vais me retrouver en ondes avec lui en direct. Et là, je serai prêt à faire une entrevue qui lui rend justice et qui apporte quelque chose à l'auditeur aussi. Je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Tu apportes quelque chose au créateur, mais tu apportes aussi quelque chose à l'auditeur. C'est pas juste une blog. Ah, ben oui, tu peux aller chercher le livre de Maurice Henry auprès de l'Université d'Ottawa ou à telle bibliothèque ou telle librairie. Ouais, c'est plus que ça. Moi, là, tu sais. Alors, je trouve que ça, c'est extrêmement enrichissant pour moi à tout le monde. Absolument, j'en doute pas. Mais il faut y mettre le temps et j'y mets le oui. temps. Mais au niveau de ton temps à toi, c'est sûr, mais je pense qu'en télé, par contre, tu as aussi beaucoup de travail qui vient de d'autres. Tu as ton réalisateur, tes techniciens, tout ça. Je pense qu'il y en a. Parce qu'en radio, la tendance, c'est pas mal de ce que j'entends. Tu es autant réalisateur, technicien qu'animateur en même temps, puis tu fais vraiment tout en même temps. Là. Mais je vais. Excuse-moi, vas-y. Ce que j'allais dire, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et d'ailleurs, le travail d'équipe, je pense que c'est là la clé pour la télévision. Ce que je réalise à TV Rogers, par exemple, on est quoi? Un peu. 1, 2, 3, 4, 5 sur les émissions auxquelles je contribue. Mais sans le travail de toutes ces équipes, de toute cette équipe-là, de chacun des membres de l'équipe, on n'y arriverait pas. Je ne pourrais pas tout faire tout seul, c'est évident. C'est évident que je suis capable de faire la réalisation, je suis capable de faire du switcher, puis en même temps faire du son, puis en même temps faire une insertion visuelle, etc. Bon, je pourrais, donne-moi une console, puis bon, je vais t'organiser ça, là, mais je trouve que c'est le travail TV
c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Mm. Et tu as besoin de l'équipe pour pouvoir arriver à quelque chose. Ouais. D'ailleurs, je te verrais très mal en train de pitonner pendant que je suis en train de te parler. Ouais. Ben, il y en a qui le font à cette heure avec YouTube, là, tu vois ça. Oui, je sais. Puis je me Mais... demandais aussi si c'est quelque chose qui t'attirait de toucher plus ces médiums-là, parce que qu'on appelle aujourd'hui les médias alternatifs, là, mais je vois souvent des animateurs, là, ils ont des invités web ou virtuels, ou en tout cas, je ne sais pas quel terme utiliser, mais bref, on dirait aujourd'hui sur Zoom. Puis là, ils vont animer, parler comme ça, puis là, ils changent leur caméra en même temps qu'ils parlent, comme on fait là, mais ils changent en les autres même avec leur ordinateur. C'est pété, là. Oui, mais disons que, comme je te disais, ma tendance à moi, c'est l'audio en priorité. Ouais. Si je baignais dans la télévision, oui, peut-être que ça m'intéresserait, mais encore là, il y a moins d'interférences. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de possibilités d'interférence en télévision qu'en radio. En radio, quand tu es bien préparé de soulever un pote de ton invité, par exemple, un pote, excusez-moi, mesdames, messieurs, mais enfin, ce qui nous permet de doser le son. Mais doser ton pote et celui de ton invité, puis de glisser une musique en BG, c'est pas si compliqué que ça. Tu n'as pas besoin d'une grande attention. Alors qu'en TV, si ton spectre vidéo n'est pas bon, tu vas avoir des problèmes, même chose pour ton son. C'est pas la même gymnastique. Vraiment pas la même gymnastique. Je pense que moi, j'aime nettement mieux. Je ne dédaigne pas ces nouveaux médias-là, mais bon, disons que ma tendance à moi, c'est certainement pas d'y plonger sans aucun. Quand tu dis que tu te sens plus libre en radio, c'est quoi que ton sentiment? Ça vient de où? Qu'est-ce que tu veux dire en me disant ça? La liberté de créer au moment où je veux le créer. En d'autres mots, par exemple, je suis en discussion avec toi. Oui, tout à fait. Okay. Je suis en train de faire une entrevue ou une discussion avec un invité, puis tout à coup, j'ai une idée. On parle, par exemple, je ne sais pas, des escaliers. Je te donne un sujet comme ça, peu importe. J'ai une image qui me vient en tête quand je fais derrière le micro d'un escalier. À quoi je pense? Je peux très vite et me retourner très vite. Je pense, par exemple, à la chanson L'escalier de Paul Piché, par exemple. Pouf! Et ça me vient comme ça. Et je peux aller la chercher dans le répertoire, la mettre en BG ou la mettre en musique, puis interrompre mon invité, glisser ça dans la conversation, repartir sur d'autres choses, etc. Tu sais, il y a l'aspect instantanéité et créativité du moment qui est vraiment beaucoup plus possible en radio qu'en télé, sans aucun doute. Mais encore là, tu ne peux faire ça que, si tu es prêt, si tu es bien préparé, si tu as suffisamment de connaissances du sujet dont il va être question, et aussi si tu es attentif à ton invité. Si tu n'es pas attentif à ton invité, que tu as tes écouteurs pendant que tu as tes écouteurs et que tu l'entends parler, ben automatiquement, tu es en train de regarder sur un écran, faire X, Y affaires en même temps, tu n'es pas concentré sur ton invité. Donc, par conséquent, tu as moins de créativité potentielle. Alors, j'ai quasiment envie de faire J'ai envie de faire comme un lien poche avec... C'est comme le jazz, parce que le jazz, tu as plus de créativité quand tu joues du jazz, tu sais, puis tu animes une émission de jazz. Je ne sais pas, c'est-tu ta musique préférée? Je vais dire, j'ai développé un coup pour le jazz depuis à peu près 2001, 2002, dans mes ça se développe, ça, c'est pas facile d'écouter du jazz. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très drôle que tu parles de ça parce que, bon, il y a un genre musical que j'ai développé. C'est une longue histoire aussi, cette affaire-là, mais en fait, j'ai développé... On est là pour ça, on a du temps. Ouais, c'est ça. J'ai développé une expertise, entre guillemets, là, pour la musique instrumentale contemporaine. Ce qu'on appelait à l'époque la musique Nouvel Âge, okay? Et qui est devenue la musique instrumentale contemporaine. Pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? Tu vas comprendre pourquoi j'arrive au jazz. Okay. Pourquoi je me suis lancé dans la musique instrumentale contemporaine? Parce que j'ai été charmé par ce que Mike Junta faisait à CFM en 1992. Il y avait une série qui s'appelait Open Air le dimanche matin où, justement, il mettait en onde des musiques hors de l'ordinaire qui venaient d'ailleurs au Canada, mais une musique instrumentale. Jusqu'à ce moment-là, la musique instrumentale était surtout utilisée comme musique d'arrière-plan, de background, si tu veux. Lui, il donnait
toute sa dimension, toute sa présence à cette musique-là. Mike l'a fait pendant 1 an chez FM. Bon, c'est un poste privé anglais, correct, c'est pas grave, c'est pas plus grave que ça, mais il a dû abandonner parce que, bon, semble-t-il que c'était pas très, très populaire et trop payant, son truc. Alors, moi, j'ai dit, hey, un peu là, on va quand même pas laisser tomber ça. Sur ces entrefaites, moi, j'ai décidé de mettre sur pied Tout Azimut. Donc, depuis 1994, Tout Azimut roule et roule un peu partout maintenant. Et il y a eu aussi des périodes où, par exemple, ce qui est devenu Rouge FM maintenant, à un moment donné, diffusait aussi des émissions réalisées par Raoul Duguay, justement sur ce genre de musique-là. Mais bon, ça s'est tombé aussi à un moment donné, encore une fois parce que c'était pas rentable. Mais moi, je me suis dit, non, moi, je ne laisse pas tomber ça. Et j'ai développé une expertise, donc depuis 1994, là-dessus, que je baigne là-dedans depuis tout le temps. Et Tout Azimut se poursuit encore. Le même phénomène s'est fait avec, et j'en arrive au jazz, le même phénomène s'est fait avec le jazz. Je me suis très vite rendu compte que la musique de jazz avait un potentiel incroyable, mais qu'il y avait des nuances à apporter dans la musique de jazz, que ce soit le jazz nord-américain, par exemple, ou le jazz européen, le jazz asiatique ou le jazz africain, c'est pas pareil du tout, du tout. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus connaissants que moi au niveau, par exemple, du jazz nord-américain, avec Stanley Payan, par exemple, à Radio-Canada. Alors, je me suis dit, OK, bon, moi, je ne vais pas toucher à ça. C'est son domaine, c'est son bébé. Et il s'y connaît vraiment. Je ne vais pas jouer dans ces plates-bandes-là. Pas que ça ne m'intéresse pas, mais bon, je ne suis pas sûr que j'apporterai la même acuité, la même connaissance que lui, de ce point de vue-là. Même chose, par exemple, pour le jazz, qui est strictement québécois, avec College Freiburg à Montréal. Elle s'occupe vraiment très, très bien du jazz montréalais et de tout ce qui est des compagnies de jazz montréalaises, comme Blue Note, tous les autres. Alors, donc, je me suis dit, voilà, moi, je vais y aller ailleurs. Et là, j'ai développé une espèce de goût, d'expertise pour tout ce qui est le jazz du nord de l'Europe, en France et en Allemagne et en Hollande. Okay. C'est-à-dire, c'est très restreint, pardon, c'est très restreint, mais il y a là aussi un potentiel créatif extraordinaire qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît absolument pas. Et c'est un milieu qui est en train de se développer. Si je te parle, par exemple, je ne sais pas moi, de Émile Brank-Vist, je ne suis pas sûr que tu connaisses. Pourtant, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Il y a un nouveau trio qui vient de sortir un nouvel album, par exemple, le trio Sense, Trio-S-E-N-C-E, viennent il y a des gens du Portugal et de Hollande là-dedans. Et ils viennent de sortir un album qui s'appelle Julia, si jamais ça t'intéresse, tu vas voir. Et ils apportent une dimension tout à fait différente du jazz. Comme au moment où, par exemple, j'ai développé l'expertise pour la musique instrumentale, Klaus Schulze, l'école de Berlin, développait justement une façon de voir la musique instrumentale très particulière, un peu dans le sens, par exemple, de Tangerine Dream, tu as probablement entendu parler de ça. Et à ce moment-là, donc, cette école de Berlin a fait des types, etc. Puis elle s'est répandue même jusqu'au Brésil maintenant. C'est très, très fort, très, très important. Alors, tu finis par faire des liens, établir et connaître le genre musical ou ces genres musicaux-là. Et donc, d'en faire une espèce d'expertise. Et bon, chaque fois que je découvre quelque chose, ça c'est mon défaut, c'est le défaut de ma qualité. Chaque fois que je découvre quelque chose, il faut absolument que je l'écoute d'un bout à l'autre et que j'essaye, pas nécessairement de comparer, mais de voir où ça se situe dans le monde musical. Okay. C'est vrai pour Tout Azimut, c'est vrai pour le jazz. C'est comme ça que j'ai développé peu à peu cette expertise du jazz nordique, comme je l'appelle, communément. Alors, mais je pense qu'il faut y mettre le temps. Il faut vraiment y mettre le temps. Et c'est plus, dans les deux cas, c'est plus que simplement des succès. Parce qu'évidemment, on pourrait, dans la musique instrumentale, par exemple, on pourrait parler de Raymond Lefebvre, on pourrait parler de Paul Mauriac. Bon, c'est des têtes d'affiche très importantes, évidemment. Pas Sacco Vanzetti, comment ça s'appelle, le trombonisme, le nom ne me revient pas, peu importe. Mais, je ne pourrais pas t'aider, désolé. Moi c'est à découvrir, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il y a un désir chez moi
d'en connaître davantage, toujours davantage. Je suis toujours en recherche. Et pour te dire que ça me prend du temps, maintenant, pour tout résumer, c'est une émission de 3 heures, 6 fois 28 minutes. Le nombre d'heures d'écoute que je mets pour arriver à produire ces choses-là, c'est fou, c'est complètement fou. C'est complètement fou, mais je fais des découvertes extraordinaires. Puis dès que ça me touche, que ce soit au niveau de la composition, que ce soit au niveau de l'émotion qui est transmise, que ce soit au niveau harmonie, bon, les instruments, bon, peu importe, mélodie, par exemple, il faut absolument que je le fasse connaître aux auditeurs. Ça, c'est le défaut de ma qualité. Dès que j'entends quelque chose qui est intéressant, il faut absolument que ça passe en ondes, en jazz ou en musique instrumentale. C'est ta motivation, ça, peut-être, de dire d'avoir l'opportunité de transmettre ces découvertes-là aux auditeurs? Tout à fait. Tout à fait. Je n'ai pas du tout le goût d'être prétentieux et d'être, comment je dirais, éducateur dans ce sens-là. Non, ça ne m'intéresse pas de jouer ce rôle-là, mais de faire sentir aux gens que je suis curieux et qu'il y a des choses à découvrir qu'ils ne connaissent pas et qu'ils vaillent la peine d'être découverts. Ah, ça oui, ça, je m'en cache pas, c'est ce que je veux faire, sans aucun doute. Mais tu vois, moi, je suis pas bon pour tenir les noms, je suis terrible, mais quand je tombe sur ton émission à Unique, là, j'en profite justement pour m'aiguiser l'oreille ou me familiariser au jazz, parce que j'aime ça, mais c'est ça, mais je sais pas. Comment je dirais ça? On dirait que c'est ça. Faut que tu développes l'oreille pour le comprendre, pour savoir qu'est-ce qu'il essaie de faire. Parce qu'écoute, il y a des pièces, c'est des 8, 9, 11 minutes. C'est fou. Là, et tu ne vois pas ça dans aucune musique populaire. Là, c'est un autre monde. Non, on le voyait. On l'a vu à un moment donné dans ce qu'on appelait la musique, ce qui est devenu un peu maintenant l'autre. Dans la musique, comment je dirais... le rock progressif, peut-être. Oui, le rock, merci. Le rock progressif, c'est ça que je voulais dire, effectivement. Genesis, Edith Paul, etc. Il y avait des pièces qui duraient 10, 12, 15 minutes. Harmonium, par exemple, aussi. C'est vrai. Alors, mais il faut être sensible à ça. Et moi, je me dis que c'est un peu pour ça aussi que j'ai pris le format et la formule que j'utilise pour Tout Azimut. C'est-à-dire que quand je mets une pièce, je la mets au complet. Et de 1, qu'elle dure 7 minutes, qu'elle dure 12 minutes 40 ou qu'elle dure 28, 45, pas grave, on la met. Ça permet à l'auditeur d'aiguiser sa curiosité. Tu vas me dire, c'est long, 28 minutes à écouter une pièce. Non, du tout. Absolument pas. Ben non. C'est comme autre chose. Tu sais, je veux dire, c'est évident que dans le format radio de nos jours, que ce soit un format... la mode, là. C'est plus la mode, absolument. C'est plus la mode d'avoir des entrevues de longue haleine. C'est plus la mode d'avoir des pièces musicales de longue haleine. Mais pourtant, comment est-ce que tu veux connaître davantage comment je dirais, si tu réserves ton temps d'écoute ou ton temps d'attention à des 3 minutes 30? Puis c'est drôle, hein, parce que... Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Moi, j'ai comme l'impression qu'il me manque quelque chose. Mais il y a un parallèle à faire aussi, je trouve, avec la façon dont on distribue la musique aujourd'hui, parce que l'autre fois, c'est drôle, c'est juste parce que j'ai changé de véhicule, puis là, j'ai mon nouveau véhicule, bon, je peux mettre 6 CD dans c'est un vieux véhicule, je peux mettre encore des CD, tu sais. Là, j'ai réalisé, j'ai dit, my God, j'écoute plus d'albums. Le plaisir de s'asseoir puis de savourer un album du début à la fin pendant 45 minutes, 60 minutes, là, c'était différent que de ça. Moi, j'ai plein d'artistes que j'écoute sur mon iPhone, là. Puis que dans le fond, j'ai peut-être un répertoire qui m'échappe que j'ai pas pu découvrir parce que là, je suis juste habitué de télécharger le single, puis j'écoute ça 3 minutes, puis c'est fini. Mais il y a des albums, il y en a eu là, dans le temps là, c'est un voyage quasiment là, de partir, d'asseoir puis savourer un album complet. Et moi, ce que j'aime pas, c'est que ces singles-là dont tu parles, ces simples-là, c'est pas toi qui les as choisis. C'est la compagnie qui les a produits, c'est le producteur, c'est le distributeur, c'est celui qui peut faire de l'argent. C'est pas l'artiste, certainement pas l'artiste. Et ça, je trouve ça vraiment tout à fait, comment je dirais, injuste, si tu veux. C'est pour ça que je parlais de donner la parole aux artistes et aux artisans et aux créateurs. Entre autres dans mes entrevues, mais aussi dans mes choix musicaux. Parce que justement, ça nous permet de rendre justice jusqu'à un certain point
au travail de l'artiste. Mm-hmm. Mais non, tu as tout à fait raison. Je prends un exemple très récent, le nouvel album de Luc Larochelière avec la symphonie, la Rhapsodie lavalloise. OK. Ben, c'est évident que si tu écoutes les deux premières pistes, bon, tu vas avoir une petite idée avec Ponvio, OK, parfait. Puis après ça, l'autre, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais peu importe. Mais tu sais, si tu te restreins à n'écouter que 2 ou 3 pistes d'un album qui en compte 12, 13, 14 ou 18, ben, il manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Et je trouve que ça, tu perds une richesse. Tu te restreins à écouter des choses que tout le monde écoute. Mm-hmm. Tu sais, que tu écoutes Unique ou que tu écoutes, je ne sais pas, Cogeco ou Ratcan ou bon, peu importe, tu te restreins à ça. Ben, je veux dire, c'est pas la meilleure façon de viser ta curiosité et de t'ouvrir l'esprit à tout ce monde créatif-là, ou à toutes ces créations-là. Alors, ça, c'est sans compter la question de l'anglais-français, mais enfin, c'est un autre débat, embarquons pas là-dessus, parce que je pourrais avoir le nom à dire. Mais je pense que il faut avoir cette curiosité de pousser plus loin. Et si, par exemple, tu parles d'un album, je parle de Rhapsody, là, évidemment, mais je te donne un autre exemple qui va sortir très bientôt. Je te le donne en primaire. Le nouvel album de Benoît Dorémus. Benoît Dorémus, c'est un auteur-compositeur-interprète français, mais qui tourne comme c'est pas possible au niveau international. Okay. Qui en a entendu parler au Québec, en Ontario français ou ailleurs, ou dans la petite nation, je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui l'a entendu. Pourtant, non, ça me dit rien. Ce qu'il écrit, ce qu'il chante, les harmonisations qu'il fait, c'est époustouflant. C'est un véritable créateur et un innovateur au niveau de la musique. Et bon, ça vaut la peine de le découvrir. Tu sais? Alors, c'est évident que son nouvel album, si tu... ça s'appelle, que je me souvienne, c'est Désolé pour les fantômes. C'est comme ça le titre de l'album. Okay. Et c'est évident que si tu écoutes la pièce titre, bon, tu vas avoir un petit aperçu de ce dont il est question, mais il y a d'autres choses. Hein. Il y a 14 autres pièces là-dessus. Tu sais. Alors, c'est à découvrir. C'est vraiment à découvrir. C'est comme ça qu'on aiguise sa curiosité puis sa façon de... Au lieu d'être... Tiens, je vais utiliser une image que je suis sûr que tu connais, Jean-François. Au lieu d'être passif, moi, je suis actif. Moi, je suis actif dans mes recherches, je suis actif dans mes écoutes, je suis actif dans mes entrevues, bon, etc. C'est ça que je veux, qui est important. Être passif, tu sais, d'écouter, j'ai rien contre ça, d'écouter tous les simples qu'on entend à la radio privée, par exemple. OK, je veux bien, mais je veux dire, il y a d'autres choses. Tu sais, moi, c'est toujours la question que, quand j'entends, par exemple, du Robert Charlebois, j'entends toujours Lindbergh ou j'entends toujours, je ne sais pas moi, tu sais, ben, il y a d'autres choses. Il vient de sortir un album sur les textes qu'il a enregistré avec les textes de Ducharme. C'est d'autres choses que Lindbergh. C'est ça. Alors, non, c'est. Il faut avoir. Je pense qu'on a perdu ça, l'instinct de curiosité. Ouais, on est plus dans la spontanéité et la rapidité. Je veux... ça fait déjà quand même 1 heure qu'on parle, mais je veux pas te laisser aller, Jean-Paul, sans qu'on parle de la communauté là où tu travailles, parce que j'ai l'impression que la communauté franco-ontarienne qui écoute Unique FM et qui écoute Rogers, ça a l'air d'une communauté tellement soudée. J'écoutais juste le nombre de commanditaires et de commerces locaux qui sont encouragés à votre radio. Je me dis, wow, j'aimerais ça qu'il y en ait autant chez nous. Je trouve ça épatant comment est-ce que les gens ont l'air de vous apprécier dans votre coin. Oui, tout à fait. Et je vais dire, en fait, si je me suis embarqué, si je peux dire, pas seulement à Unique FM, enfin, c'est JFO qui était dans le temps, qui est devenu Unique FM maintenant, mais si je me suis embarqué, c'est parce que justement, c'était communautaire. Quand je me suis embarqué à ma TV en 94, en 84, pardon, je voulais absolument, je jugeais que la télévision communautaire avait toute sa place. C'est elle qui, bon, c'est un vieux cliché, on dit qu'elle est proche des gens, c'est vrai, mais c'est la TV ou la radio qui est qui peut apporter beaucoup aux gens. Et ça, je m'en suis rendu compte très, 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 très vite. Et donc, par conséquent, c'est vrai. Par exemple, pour TVC, je suis persuadé que vous êtes extrêmement écoutés dans votre milieu, comme
ma TV l'est à Hull, par exemple, ou encore que Rogers l'est à Ottawa, ou que Unique l'est dans l'Est ontarien ou à Ottawa, ou au Vanier, par exemple. On sait que les gens nous écoutent et qu'ils veulent avoir justement des radios et des télévisions de proximité. Et moi, ça m'a tout de suite enclenché, ça m'a tout de suite plu d'œuvrer dans ce milieu-là. Alors, on peut facilement comprendre que mon implication est unique, comme elle l'a été à ma TV ou elle est encore à Rogers. Mon implication communautaire se fait dans ce sens-là. Je ne serais pas du tout adéquat pour aller faire, je ne sais pas moi, de l'aide psychologique ou de l'aide familiale, par exemple, communautaire. C'est pas mon bénévolat, si tu veux. Moi, mon bénévolat est vraiment en communication audiovisuelle locale. C'est vraiment ça. Et je sens que, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais je sens qu'on fait une différence. Et ça, c'est rien de prétentieux, je veux dire, c'est de l'observation. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est important pour les gens de savoir qu'on est touché par leur milieu et qu'on essaie de leur rendre évidemment tout à fait adéquatement. Alors, c'est pour ça que je me suis lancé dans le communautaire. Alors, donc, inévitablement, c'est vrai ce que tu viens de dire au niveau des commandites, par exemple, au niveau des artistes locaux. Bon, par exemple, les Rats Swamp, tu as certainement entendu parler de l'eau. Martin Rochelot vient de mettre sur pied une compagnie une compagnie de production qui s'appelle Tétrac ou Térac, je pense quelque chose de genre. Mais c'est le bassiste des Rats Swamp qui, lui, avant ça, œuvré comme réalisateur à TV Rogers aussi. Alors, inévitablement, ce milieu-là se retourne sur lui-même et crée une espèce d'émulsion très, très, très importante, une espèce de correspondance, d'affiliation avec le monde qui est proche de nous autres. Et c'est vrai pour Unique, c'est vrai pour Rogers. Je suis persuadé que c'est vrai pour la TVC aussi dans le mais moi, c'est ça qui m'anime aussi. C'est vraiment ça. J'ai rien contre le fait d'aller faire de la radio à Ratcan ou, je sais pas moi, ailleurs, ou de faire de la TV, je sais pas moi, en Attachquan ou peu importe. Mais pour moi, ça correspond au milieu où je veux œuvrer. Puis bon, la communauté, pour moi, c'est pour elle que je travaille, entre guillemets. Où je fais du bénévolat, beaucoup de bénévolat. J'ai le sentiment aussi qu'avec il y a tellement de choses disponibles maintenant. Tu sais, quand tu as commencé, là, bon, tu ouvrais le câble, tu avais 13 postes. Là, aujourd'hui, on est rendu avec des 600 postes. Puis il y a tellement de possibilités avec l'Internet. Mon feeling, c'est que, étant donné qu'il y a tellement de choix, il y a beaucoup on se recentre un peu plus peut-être même sur le local parce c'est facile de se perdre. Là, on ne sait plus où s'identifier tellement de choses que là, c'est regarde, ça c'est mon chez nous. Tu sais, fait que ce qui est chez nous, là, c'est vers ça là, que je veux adhérer. Tout à fait. Et les gens veulent ça absolument parce que c'est bien beau d'avoir du Netflix, là. Il n'y a rien comme ça, mais je veux dire, il n'y a pas grand local là-dedans. Il n'y a pas grand point de repère pour ou mes valeurs à moi, ou mon éducation, ou mon milieu à Netflix, ou à Crave, ou bon, peu importe. Il n'y a pas grande affiliation avec ça. Vraiment pas. Alors que la TV locale, la radio locale, ben là, il y a de bien meilleures chances qu'on parle de ce qui se passe chez nous. Et je ne pense pas seulement au niveau de l'actualité, je pense au niveau de façon très, très, très globale. Il y a beaucoup plus de chances qu'on parle de mon milieu dans la TV et la radio locale qu'ailleurs. Ça. On l'a prouvé. Je pense que c'est une évidence. D'ailleurs, écoute, regarde, tu parlais au début, on n'avait pas tellement de postes que ça, mais regarde aussi l'évolution de la radio et de la télévision communautaire, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec, ou dans chacun des milieux. Écoute, juste dans le milieu franco-ontarien, tu regardes ça, là, on a quand même 3 radios communautaires. Il y en a une à Castleman, CHOD, il y a le 92.5 et il y a le 94.5. Tu sais, c'est 3 radios communautaires pour je sais pas moi, 400, 500, 600 000 auditeurs. Hey, c'est beaucoup. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a un besoin là, à ce moment-là. Ça correspond à un besoin. Tout à fait. Alors, non, moi, l'implication communautaire, c'est essentiel. C'est vraiment, j'adore ça. C'est un milieu qui est, comment je dirais,
qui te le rendent bien. Tu as une rétroaction rapide aussi. Mm-hmm. Ça, je trouve ça intéressant. Avant qu'on se quitte, où est-ce que les gens peuvent t'écouter, Jean-Paul? Ah, là, je vais commencer à faire de ma plug, comme on dit en bon français. C'est la moindre des choses. Tu viens de jaser avec moi 1 heure de temps, là, plus qu'1 heure. Fait que... Alors, écoute, les gens peuvent écouter, bien sûr, au 94,5. Et l'émission Tout Azimut, c'est le dimanche soir de 19h à 21h. Le jazz, c'est le lundi c'est 3 heures, de 21h à minuit, lundi et mardi en rediffusion. Et l'émission culturelle, c'est Culture Géniale le dimanche après-midi, 13h à 16h, 3 heures où on ne parle juste que de culture, Jean-François. Pas de show, pas de météo, pas de sport, pas de circulation, pas de service, pas d'actualité comme telle. On ne parle que de culture. Et ça, un bonheur si tu savais pour moi. Ben, félicitations pour ton bon travail, Jean-Paul, à travers ces années-là. Puis encore, mon Dieu, je vais trouver le bon mot, bonne continuité. C'est un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Un grand merci de m'avoir reçu, Jean-François. Puis au plaisir d'en faire une autre, peut-être d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça va être avec plaisir. Absolument. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.